Bonsoir à tous, merci de vous joindre cette première e-dégustation que nous organisons, que nous avons le plaisir d'organiser avec Jean-Baptiste et Charlotte Sénat, qui sont chez eux dans le Minervois ce soir pour nous présenter leur domaine et pour que nous dégustions ensemble trois de leurs très belles cuvées. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette expérience. C'est une première pour nous. Nous sommes très impressionnés. Donc, je suis Angélique de Langzin, cofondatrice du site Ideal Wine, et je suis entourée de Constance Foussard, qui va animer aussi cette dégustation, et de Laure Bouzereau, qui a tout organisé très minutieusement. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour entre 45 minutes et 1 heure au maximum. Donc, nous allons commencer par entendre Jean-Baptiste et Charlotte nous raconter l'histoire de leur domaine et un petit peu leur façon de travailler. Et ensuite, on passera aux travaux pratiques. Donc, Jean-Baptiste et Charlotte ont goûté les vins, ont testé l'expérience. Donc, vous pouvez garder vos vinotes bien tranquilles. On les servira au moment où eux nous donneront le signal. Alors, vous avez tous normalement vos micros qui sont refermés pour qu'on évite des problèmes d'interférence de son. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'espace de discussion qui se trouve sur la droite de vos écrans. Donc, vous pouvez nous poser toutes les questions. On va les modérer, on va les regrouper et ensuite, on vous redonnera la parole pour que vous puissiez intervenir, éventuellement échanger avec Jean-Baptiste et Charlotte Sénat. Et puis, on va passer ensuite à la dégustation de chacune des cuvées. Donc, à nouveau, on aura un temps d'échange à la fin si vous le souhaitez pour commenter les vins. D'autant plus que nous avons plusieurs personnes autour de nous qui connaissent très bien le domaine, puisque nous avons un agent du domaine en Bretagne, Romain. Je ne voudrais pas écorcher votre nom, mais je sais que vous connaissez bien les vins. Et nous avons également Vincent Pousson, qui est un blogueur que tout le monde connaît et qui est venu en voisin pour nous accompagner dans cette dégustation. Donc, ravi de vous avoir tous. On va démarrer avec Constance. Moi, je suis particulièrement intéressée d'entendre votre histoire parce que je sais que vous avez été parisien et que vous avez changé de vie, décidé de changer de vie il y a à peu près 25 ans. Et ça nous intéresse beaucoup, nous qui, en période de confinement, tout le monde se pose des tas de questions. Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on quitte ces grandes villes? Donc, c'est très intéressant de vous entendre là-dessus. Et puis, on est au cœur d'une année particulière, donc réinventer notre façon d'échanger avec vous, ça nous amuse et ça nous intéresse beaucoup. Donc, on est très preneur aussi de vos commentaires à l'issue de cette dégustation. Voilà, je laisse la parole à Constance. Oui, donc voilà, donc là, il est temps de parler un petit peu plus en détail de votre domaine. Donc, c'est un domaine qu'on est fiers avec qui on travaille depuis 5 ans. Vous êtes partenaire d'Ideal Wine depuis 5 ans. Et voilà, donc il est temps d'en parler un petit peu plus en détail. C'est un domaine que, comme disait Angélique, que vous avez repris il y a une vingtaine d'années, voilà, dans une appellation qui était encore toute jeune. Et dès le début, vous avez voulu travailler assez sainement, je dirais, avec une approche bio, et vous avez voulu faire des vins assez naturels. Donc, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de votre histoire, et puis après, on pourra parler justement de vos méthodes de culture. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute l'équipe d'Ideal Wine et particulièrement à Angélique. On est parfaitement content d'être les premiers ce soir pour cette nouvelle expérience. Voilà. Donc, nous, effectivement, cette année, on a achevé nos 25e vendanges. Donc, c'est à la fois long et en même temps, c'est court. On a l'impression de recommencer tous les ans, voilà, avec la même passion, la même énergie, les mêmes envies, les mêmes doutes. Donc, c'est tout à fait passionnant. Quelques mots simples pour dire que les vins ne sont pas plutôt naturels, mais ils sont tout à fait naturels, en ce sens qu'effectivement, c'est bio à la vigne, bio à la cave, et donc c'est une approche non interventionniste. L'idée étant malgré tout de rechercher la précision dans les vins pour offrir le maximum de plaisir à tous ceux qui goûtent et qui boivent nos vins. Voilà.
Charlotte, si tu as quelques mots à Oui, ajouter. bonsoir à tous. Ouais, effectivement, on est ravis d'être là. Et donc, on est content pour cette nouvelle expérience, effectivement, avec ces petites notes là que vous avez reçues donc, par la poste, ceux qui ont eu la chance de les recevoir. Mais Marie-Victoire, les tiennes arriveront demain, tu pourras les goûter. En tout cas, on était un petit peu amusés de cette nouvelle technique et à la fois un petit peu inquiets parce que, évidemment, c'est une première pour nous, hein, ce reconditionnement en fait en petites bouteilles, et on trouve que l'idée était plutôt sympa et en tout cas on est ravis de partager cette expérience, qu'on avait déjà fait des vidéos comme ça, enfin des dégustations Zoom ou sur Instagram, mais ça va être notre première aussi à nous de faire une dégustation à distance comme ça, donc vous allez nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, on est ravis de le faire nous. Oui, j'ajouterai juste un mot. Effectivement, on était non pas inquiets, mais un peu sceptiques au départ, parce que donc c'est des vins, donc comme je le disais tout à l'heure, avec une approche non interventionniste, donc des vins qui sont comment dire, très peu verrouillés en termes de stabilisation, et donc le fait de transvaser les vins, on se posait des questions par rapport à ça. Et donc, pour avoir goûté, on est tout à fait rassuré sur la conformité des échantillons, en tout cas. Voilà. Bon. Ben, ceux qui connaissent déjà le domaine vont peut-être aussi pouvoir nous le confirmer ou le commenter pendant la dégustation. On va voir ça un petit peu plus tard. Oui. On se demandait ce qui vous avait poussé à revenir justement sur vos terres natales. Ouais, en fait… Elles sont pas, oui. Ils sont pas tes terres natales. Jean-Baptiste est né à Paris, mais c'est pas grave. D'accord, c'était un domaine familial. Oui, voilà. Donc, moi, je suis un enfant du 16e arrondissement, malgré tout, avec des attaches fortes dans le Minervois, qui était donc Je vous mets des petits visuels qui vont accompagner votre présentation. C'était en fait le village d'origine de notre mère, voilà. Et donc l'idée, moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est en fait de le faire, j'allais dire, dangereusement seul. C'est ce côté très indépendant, où on cultive les vignes, on fait le vin, on le commercialise, on en parle, on le vend. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bêtises, mais voilà. On sait qu'on ne peut pas toujours être consensuel dans la vie. Et donc, on suit notre route depuis maintenant 25 ans. On essaye de s'y tenir. Et en fait, je crois que ça correspond exactement à nos caractères, tant à Charlotte qu'à moi. Voilà. C'est ce qui fait qu'on est totalement accompli dans ce qu'on fait, à la fois au quotidien et dans nos projets au long cours. Alors justement, votre domaine, vous avez eu la particularité d'en réduire la taille, si on a bien compris, au fil du temps. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre démarche? Donc aujourd'hui, on a 16 hectares de vignes. Donc pour situer ceux qui ont un peu de mal à se situer par rapport à ça, donc on est des gros parmi les tout petits. Aujourd'hui, en Languedoc, il y a à la fois un versant très industriel et d'un autre côté un foisonnement créatif où c'est une terre d'aventure pour de jeunes ou de néo-vignerons qui veulent s'installer, où malgré tout le foncier est encore abordable, et ce qui permet tout simplement de pouvoir s'exprimer avec une grande liberté. Donc nous, l'idée, c'était bien évidemment de tout faire de manière artisanale, donc bien évidemment de vendanger à la main, mais au-delà de ça, donc de travailler les vignes avec soin, et puis de prolonger ce travail qui est fait à la vigne, de le prolonger à la cave. Et donc, de ce point de vue, il fallait maîtriser les surfaces, tout simplement pour que le travail de la vigne reste un plaisir. Comme je dis de temps en temps, voilà, il ne s'agit pas d'aller… C'est des travaux qui sont parfois rébarbatifs, un peu durs, solitaires, même si on est quelques-uns à travailler les vignes. Donc voilà, il faut vraiment que le plaisir reste un moteur,
Et donc pour ça, il faut être des surfaces maîtrisées. Très bien. Et du coup, en parlant de travail, en se renseignant, on avait vu que vous avez un peu évolué votre style. Au début, ce n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Dans les débuts, on avait vu que vous aviez un grand amour pour les vins un petit peu plus puissants. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup de finesse, une certaine délicatesse dans vos vins. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce revirement? Oui, je pense que ce n'est pas tout à fait un revirement, c'est plutôt une évolution. Je pense que la grande différence entre aujourd'hui et il y a 25 ans, aujourd'hui, il y a des dégustations, il y a des salons de vin, le vin a repris une place importante. Et donc, il y a des jeunes qui s'installent et qui ont des idées très claires sur le style de vin parce qu'ils peuvent en goûter, ils peuvent en acheter. Enfin, il y a des bars à vin, il y a des sites comme le vôtre. Enfin, voilà, il y a plein d'initiatives qui permettent de pouvoir affirmer des styles. Moi, quand j'ai commencé à faire du vin, je savais que je voulais faire du bon vin, je savais que je voulais travailler naturellement. Par contre, je n'avais pas réellement de style. Donc, c'est venu au fur et à mesure. Et donc, effectivement, la mode, c'était des vins un peu plus concentrés, un peu plus puissants. Et donc, ça a pris quelques temps pour trouver ma voie, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, ces jeunes vignerons, ils viennent s'inspirer de vous et découvrir votre style pour prendre position par rapport à… Aujourd'hui, ils veulent casser la baraque et c'est tant mieux. Ils ont plein d'énergie, ils ont plein d'espoir. Et en même temps, moi, ça me titille dans l'idée de faire encore mieux et de leur dire « Ok, moi, je suis là pour vous donner un coup de main, mais par contre, je ne suis pas encore prêt à vous laisser la place. » Donc, vous êtes encore là. Non, mais je pense que voilà, il y a à la fois de la solidarité et en même temps, il y a une saine émulation. Bien sûr, oui, oui. Et alors, il y a une chose, moi, qui m'a frappée, parce que est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre choix d'encépagement? On sait que vous avez… j'ai lu, d'ailleurs, je me permets de saluer le numéro du Rouge et le Blanc qui nous a beaucoup inspiré pour préparer ce rendez-vous, parce que le Rouge et le Blanc a le talent d'aller creuser très profondément dans des appellations qui ne sont pas forcément toujours les plus… celles dont on parle toujours. Hein. Donc, ils ont fait un grand travail sur le Minervois et ils vous ont d'ailleurs interviewé longuement. Et alors, vous dites, moi, j'essaye de minimiser la part de la Syrah dans mon encépagement. Je veux remettre au goût du jour des cépages plus traditionnels, locaux, alors que ce n'est pas tellement dans la tendance, finalement, enfin, où ça n'a pas été dans la tendance de la région et du Minervois au cours de ces 20 dernières années, justement. Oui, en fait, moi, je pense que la Syrah, chez nous, dans le sud de la France, montre clairement ses limites, où on est rapidement sur des vins épais, concentrés, alcooleux, tanniques. Et je pense qu'on a mieux à faire avec des cépages autochtones, donc les Carignans, les Cinsault, les Mourvèdre. J'ai des nouvelles plantations qui vont arriver, donc sur du Terrette noir, du Picpoul noir, de la Counoise. En fait, toutes des vieilles variétés qui ont disparu au cours des années, dans une espèce de mondialisation globalisée où il fallait des cépages internationaux, des cépages qui ont disparu parce que c'est des cépages qui faisaient moins de couleur, moins d'alcool, plus d'acidité, à une époque où il fallait exactement le contraire. Il fallait de la couleur, de la concentration, de la richesse. Tout cela augmenté avec des changements climatiques. On est, je pense pour ceux qui n'ont pas encore changé de cap, dans une impasse. Donc, moi, très clairement, le tournant, ça a été 2003, année de la canicule. Sécheresse, oui, la canicule. Ouais. Où finalement, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du vin
déjà d'un point de vue économique, où les vignes souffraient énormément et où les vins étaient vraiment pas du tout ce que je souhaitais. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai quand même accéléré le processus comment dire, de réinterprétation des vignes, où, en gros, sur 3 axes, vraiment se concentrer sur les cépages autochtones, donc les cépages qui aiment la chaleur et le vent, qui sont les 2 composantes essentielles chez nous. Revenir à des vignes en gobelet. Bon, je ne veux pas être trop technique, mais l'idée, c'est de se dire que nos vignes ont plus besoin d'ombre que de lumière, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'experts, d'agronomes, etc., pensent que le terroir passe par la feuille, où l'idée, c'est d'avoir le maximum de surface foliaire éclairée, c'est-à-dire que le maximum de feuilles tournées vers le soleil. Et je pense que tout simplement, chez nous, c'est une catastrophe. Donc, le gobelet, c'est la taille historique du Midi. Et, la région. Oui, tout à fait. Et donc, il faut absolument préserver cette taille en gobelet. Où, au fond, les vignes, elles sont comme nous, elles respirent, elles transpirent, enfin, elles souffrent d'excès. Et donc, il faut leur ramener de la tempérance. Et le gobelet en amène. Et le troisième axe, c'est de se dire que peut-être que nos terroirs d'avenir sont les terroirs frais et non pas les terroirs chauds. Et on a la chance d'être adossé à la montagne noire, d'est en ouest, où en gros les schémas d'il y a 50 ans, c'était de se dire que il fallait que la vigne souffre pour faire des bons vins, donc sur des terroirs exposés plein sud, caillouteux, alors que on a des vallées assez fraîches quand on va vers l'ouest, disons quand on va vers Carcassonne, on a des terroirs qui sont des terroirs méditerranéens de transition, et donc avec beaucoup plus de fraîcheur, où je pense que la vigne s'exprime avec plus de finesse. Je pense que tout ça commence à nous donner un petit peu soif, non? Je ne sais pas, je sais pas ce qu'en pensent les participants. Alors, il y a peut-être quelques questions juste avant de commencer à attaquer le premier vin. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une petite question. Fait-on les vins que l'on aime boire ou des vins pour plaire? Ouh là là, Charlotte. Merci Fred. Non, je pense que vous avez bien compris, c'est Jean-Baptiste qui fait les vins, c'est pas moi, mais moi je les vends. Et je pense que Jean-Baptiste pourrait pas faire des. Enfin, au départ, est-ce que tu as fait des vins qui te plaisaient à 100%? Peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, après 25 vendanges, effectivement, aujourd'hui, c'est des vins qui te ressemblent peut-être, je ne sais pas plus, mais en tout cas qui sont des vins qu'on aime boire. Peut-être plus que nos premiers millésimes, qui étaient des vins un peu plus puissants. Puis nos goûts ont aussi évolué. Et en fait, ça, c'est une chose. Et après, dans la direction, en tout cas, qu'on a prise, on fait avant tout des vins qui nous ressemblent et qui nous correspondent, et pas du tout des vins plaqués sur un goût. On a déjà eu des importateurs qui ont essayé à une époque de nous faire des vins qui marchaient parce qu'il fallait des goûts de bois ou des trucs. Ça, ça n'a jamais été possible. Donc, on a toujours, en tout cas, fait des vins qui correspondaient à ce qu'on voulait faire. Voilà. Après, on n'a pas toujours réussi, enfin, je dis nous, mais Jean-Baptiste n'a pas toujours réussi à faire les vins. C'est pour ça qu'on disait que 25 ans, c'était à la fois long et à la fois très court, parce que c'est que 25 essais, en fait, à chaque fois, donc pour réussir à aller vraiment à un vin qu'on apprécie. Voilà. Et donc, pour abonder dans le sens de Charlotte, oui, il faut faire absolument le vin qu'on aime, parce que sinon, on fait le vin du voisin, mais c'est le vin du voisin, mais au moins bien. Voilà. Donc il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut une certaine solitude pour faire du vin, pour tracer sa route, en fait. Voilà. D'accord. Il y avait une autre question. Donc, c'est Christophe qui demandait, lorsque vous avez pris votre virage dont vous nous avez parlé en 2003, combien de temps après est-ce qu'on voit les résultats arriver? Ah, bonne question. J'ajoute une petite chose, c'est que je dis finalement 2003, ça préfigure, ça vous a permis de préparer ce réchauffement climatique qui est une réalité aujourd'hui. Enfin,
effectivement, c'est intéressant cette question, de savoir combien de temps il a fallu pour que ça évolue. Bah, en fait, oui, on est sur du temps long. Je dirais que ceux qui veulent savoir ce que c'est que le temps long, il faut lire la préface de Fernand Braudel dans son livre sur Philippe II et la Méditerranée au XVe siècle, et qui explique voilà, le temps court, le temps long. Et donc voilà, donc, nous on est sur un temps, oui, je pense qu'il faut une décennie. Aujourd'hui, donc j'ai un exemple concret, j'ai une nouvelle cuvée qui s'appelle Amalgame. Donc le premier millésime, ça a été donc 2018, premier millésime, et donc sur des variétés un peu anciennes, sur un mode de culture un peu différent. Et ça, c'est un projet qui était imaginé au début des années 2010. Voilà, entre le temps de préparer la terre, de trouver les plants, de planter. Il faut 4 ans pour que la vigne s'acclimate. Donc voilà. Et donc sur des vignes qui sont déjà installées, changer un mode de taille, c'est surtout pas un jeu de massacre. Donc si la vigne est parfois bonne fille, il faut quand même la respecter. Donc ça prend du temps. Et je dirais que nous, on n'a pas dévié, on ne dévie pas depuis 25 ans. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui notre force par rapport à certains qui aujourd'hui arrivent et ont certainement des idées, de l'énergie, de l'argent, mais n'ont certainement pas la patience d'attendre. Voilà. Ce que je vous propose, il y a plein de questions, on va y répondre, je pense, en commençant la dégustation. Parce Absolument. Non, mais parce que je vois, j'ai lu les questions et comme ça, je pense qu'en même temps, on va pouvoir y répondre. Ça me paraît bien, parce que maintenant, vous êtes temps de goûter nos vins. Voilà. Alors, on commence, vous nous avez suggéré de commencer par Ornicar, hein, c'est ça? Vous prenez votre petit flacon Ornicar. Alors, nous avons préparé quelques apéritifs. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit de commencer à prendre l'apéro, parce que c'est quand même un petit peu l'heure, mais ou si on commence par les vins, si on a le droit d'ajouter un petit saucisson, on va attendre un petit peu. Pas prévu. Ah ben voilà, il y en a qui ont pensé au saucisson. Bravo, Bertrand. Bah oui, ça c'est du saucisson qui vient de chez les voisins de Charlotte et Jean-Baptiste. Ça vient de Cône-Minervois, un terroir d'ailleurs que connaît bien Jean-Baptiste. Quand il parlait des terroirs les plus froids, les plus frais, effectivement, c'est à l'ouest de Cône, dans ce coin-là. On est appuyé aux carrières de marbre, on va vers Villeneuve, au pays des truffes. Et c'est aussi le pays des cochons dont on va manger le saucisson, mais c'est vraiment le pays des grenaches frais, des grenaches, pas que des grenaches, mais beaucoup de grenaches effectivement qui ont tendance à pinoter un peu. Et là, donc, subtil. Sur Ornicar, on est sur un donc 2019. On n'a pas trop parlé de nos terroirs, mais quelqu'un nous posait la question. Donc là, on est sur des argilo-calcaires. Bon, vas-y. Ah bon. Ouais. Ça y est, je dis des bêtises, ça y est, ça commence. Non, voilà, donc majoritairement, donc, le Minervois, c'est argilo-calcaire. On a la chance donc d'être appuyé donc derrière le village de Tros sur des garrigues, et donc on est sur des montagnes noires, sur des calcaires érodés par le temps, donc sur des sols très légers comme des sables en fait, sur des sols très filtrants. Et donc la cuvée Ornicar provient majoritairement de ces terroirs de garrigues sur ces sols très légers. Voilà. Donc, majoritairement Grenache, avec un peu de Carignan et Mourvèdre sur les 2019. Et franchement, là, le nez est vraiment gourmand. Comment vous le ressentez, mais c'est vraiment un vin plein de fruits. 19, c'est quand même un joli millésime chez nous, un millésime assez équilibré. Donc on a été assez contents quand même sur les 2019. Je dirais que 2019, c'est une année heureuse, tout simplement. Par rapport à 2020, vous voulez dire ou On avait des jolis vendanges.
quand même en 2020. Non, mais il faut savoir, la nature est souvent cruelle. Et donc, quand elle est généreuse, pas forcément en fruits, mais généreuse en simplicité de relation, en évidence, il faut aussi savoir le prendre comme tel et surtout ne pas culpabiliser. Et donc, quand je dis année heureuse, c'est année facile, tant d'un point de vue sanitaire, où je crois qu'on a fait 3 ou 4 traitements, où c'était vraiment nickel. Et puis des jus assez évidents, assez clairs, malgré un été caniculaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu deux espèces de mini-canicules en 2019, une fin juin et une mi-juillet, où les températures sont montées très haut dans le sud, jusqu'à 46-47. Mais chez nous, ça a eu que très peu d'impact. Et donc, du coup, ça a donné des jus qui, voilà, qui ont été assez simples à vinifier. Alors, vous avez évoqué des traitements. Ça nous amène, il y a eu une question sur la biodynamie. Ça fait longtemps que vous êtes en bio. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre démarche? Oui, alors, au risque d'en décevoir certains, moi, je reste, je reste fidèle à des choses qui marchent depuis la nuit des temps, c'est-à-dire le soufre et le cuivre, qui marchent bien. Je peux m'appuyer sur des principes biodynamiques, mais par exemple, il y a quand même beaucoup de choses qui me dérangent dans la biodynamie, où je pense qu'au fond, souvent, on plaque un modèle culturel et agronomique qui n'est pas valide chez nous. Je prends l'exemple simple, la silice. C'est sûr que Steiner, c'est le nord de l'Europe, c'est des forêts froides, et donc la silice qui apporte de l'énergie par la, comment dire, par la plante, de la lumière. Voilà. Donc moi, par exemple, l'apport de silice me paraît tout à fait contre-productif dans le sud, ou au contraire, moi, je recherche plutôt un travail par les racines et avoir de l'ombre plutôt que de ramener de la lumière sur la plante. Voilà. Donc simplement soufre et cuivre. Donc on fait venir des soufres d'Italie d'origine volcanique qui marchent très très bien. Et le cuivre, donc bouillie bordelaise, contre le mildiou, qui est une maladie qu'on ne connaissait pas ou peu et qu'on apprend à connaître depuis 2018, parce qu'on a eu 2 années avec une forte pression parasitaire, 2018-2020. Mais je pense qu'avec des idées simples et un travail attentif, on arrive à s'en sortir. Voilà. D'accord. Et Vincent, alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette cuvée, vous qui connaissez très très bien les vins de Jean-Baptiste? Moi, ça fait partie des cuvées que j'aime vraiment chez lui. Il y a plusieurs versants dans ces vins. On va goûter tout à l'heure Ornicard, qui est un versant, quand on parlait du saucisson, pour moi, le vin saucisson, c'est la ligne. On est avec Ornicard, on sera avec la ligne. La ligne, c'est le Beaujolais de Jean-Baptiste, de Charlotte. On est sur voilà, le vin qui appelle le saucisson là. On est sur ces grenaches. Alors, il y a celui-là, il y en a un, il n'est pas dans la dégustation, mais j'en parlais quand même, qui est l'Enclos de l'Âne, qui est une cuvée que j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. J'ai eu la chance de goûter une bouteille qui n'est pas encore, c'est pas encore une bouteille, c'est une barrique, c'est son 2019. C'est vraiment d'une précision, c'est vraiment diabolique. On a ce côté des grenaches de Rayas, des grenaches rhodaniens, très fins, etc. Et donc là, pour en revenir à Ornicard, on est à nouveau là-dessus. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est assez cristallin. Il y a de la facilité, il y a une petite sucrosité, ça va plaire, voilà, ça fait jeune. Mais on est sur des vins de lumière. Et c'est ça qui est intéressant dans ces grenaches. Et je trouve que en attendant qu'on ait sa counoise, en attendant qu'on ait son picpoul noir, c'est vraiment sur le grenache qu'on est au rendez-vous avec son style.
Juste, les maîtresses d'école qui sommeillent en nous voudraient vous demander pourquoi vous l'avez appelé ornicar. Pourquoi cette conjonction de coordination? On a commencé à faire il y a 3 ans, mais oui, donc ornicar. Et c'était vraiment, vous savez, on a commencé donc à faire du vin dans le milieu des années 90. Et puis c'est une cuvée qui a commencé en 2002. Et c'était vraiment, bon, on s'amuse dans le sud, enfin, par rapport à des régions. Oui, plus classiques dans les noms. Donc le domaine. Pas de nom, hein, pas de nom, pas de nom pour les régions. Pas de nom. Il y a des régions, on va dire, où malheureusement, où il y a plus d'histoire peut-être et où on est un peu moins libre sur ces noms de cuvées. Nous, en Languedoc, on avait un peu tout à inventer et on a pu se faire plaisir. Donc, il y avait plein de gens qui donnaient des noms de cuvées un peu rigolotes, mais parfois un peu ridicules. Et un jour, Jean-Baptiste a dit, et pourquoi pas, mais oui, donc ornicar tant qu'on y est. Et c'est sorti comme ça. Et je pense qu'effectivement, il a été un peu traumatisé par l'école primaire. Pas voilà. Et finalement, c'est devenu mais oui, donc ornicar. Et puis, pendant longtemps, la cuvée s'est appelée comme ça. Et puis, c'était un peu long, extrêmement compliqué à expliquer aux étrangers. Oui. Donc, dès qu'on faisait à l'export, les gens me disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ornicar, c'est devenu presque un prénom et c'est plus court. Et puis, nous, on l'appelait comme ça. Donc, c'est devenu ornicar. Mais au départ, effectivement, c'était un nom de cuvée. Et donc, l'étiquette est assez reconnaissable. Voilà. Et donc, ça. Et donc l'idée, c'était jeu de mots, jeu de dames. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. On va poursuivre, si vous voulez, avec la Nine. Voilà, juste un mot sur ornicar. L'idée, voilà, c'est d'être sur une puissance contenue. On a toujours l'idée des grenaches très mûrs sur le côté chocolaté, confit, parfois à l'extrême. Et donc, l'idée, c'est quand même de garder de la fraîcheur aromatique. Donc, d'avoir ce côté sudiste, mais en ayant une retenue par rapport à un côté qui peut parfois être too much dans le sud. Voilà. Tout à fait. Il y a un commentaire d'ailleurs, une personne qui dit que ça se coordonne bien avec la conjonction actuelle, un beau jus. Merci Guillaume pour ce commentaire. Et quelqu'un ajoute, Philippe, qui dit c'est sur le Cantal. Alors nous sommes extrêmement raccords puisque nous avons du Cantal. Donc, nous sommes tout à fait dans le thème. Voilà. Cantal jeune, peut-être pas un vieux Cantal. Il est un petit peu affiné quand même. Voilà. Nous, on a rien. On passe à la seconde. C'est une question de cépage, enfin même deux. Il y en a un qui aimerait savoir un peu plus, qui aimerait en savoir plus sur les cépages, et il y a quelqu'un d'autre qui voulait savoir si la proportion des cépages allait évoluer. La proportion, elle évolue nécessairement parce que la nature est parfois capricieuse, notamment les grenaches. Les grenaches, d'un point de vue agronomique, le grenache est assez capricieux. Donc, au moment de la floraison, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, on peut perdre beaucoup de fruits. Et donc, tout ça pour dire que les proportions dans les vins sont aussi fonction de ce que nous donnent les raisins et les vignes. C'est-à-dire que 40% de grenache sur l'exploitation ne va pas nécessairement dire 40% avec du grenache. Voilà. Mais là, il est très majoritaire dans cette cuvée quand même. Oui, toujours. De toute façon, sur toutes les cuvées, il y a du grenache. Il y a, je crois, aucun de nos vins. Grenache ou Carignan. Oui, voilà. Grenache, Carignan, mais ça reste toujours quand même ces deux cépages qui ressortent. Et il y avait une personne qui demandait si c'était des cépages et qui demandait si c'était un encépagement qu'on avait depuis le début et si c'était des vignes préexistantes. Donc nous, je ne sais pas si on a bien dit, on a repris le domaine. Enfin, on a repris. On a créé ce domaine en 96 des vignes et des bâtiments qui étaient existants, mais c'est un domaine qui n'existait pas. Voilà, donc je ne sais pas si c'est simple et clair, mais on a repris des vignes qui appartenaient donc à la famille de Jean-Baptiste, qui étaient exploitées depuis longtemps en coopérative. Et avant, il y avait ce domaine donc, qui était un domaine familial. Donc, on a la chance d'avoir des bâtiments
vous avez pu voir un peu tout à l'heure sur les photos, donc milieu 19e. Cette cave avait existé en tant que cave particulière, mais ça faisait longtemps qu'elle ne faisait plus de vin. Et donc nous, quand on a fait des essais en fait de vinification en 95 et puis en 96 le premier millésime vraiment vinifié à la cave, on a effectivement repris on avait la chance d'avoir des vieilles vignes. C'est comme ça qu'on a des grenaches assez vieux pour la région. On a des carignans qui ont plus de 100 ans, mais aussi au fur et à mesure il y avait des vignes qui nous intéressaient pas parce qu'elles étaient presque trop, elles donnaient presque trop en fait. Elles étaient parfaites pour la coopérative, mais pas pour faire du vin comme on voulait nous. Donc, au fur et à mesure, on va dire, réaménagé ce vignoble. Et aujourd'hui, donc, on a 16 hectares, donc moins qu'au départ, mais c'est… Et puis, voilà. bon, je vous rassure, on a fait aussi pas mal de conneries en pensant bien faire. Donc, parfois, on était certain d'avancer d'une case et on a reculé de deux. Voilà. Et c'est ce qu'on disait, vraiment, c'est lent en fait, parce qu'au tout départ, quand on s'est installé, donc on arrivait tous les deux de Paris. Moi, Jean-Baptiste, il m'avait dit qu'on était là pour 10 ans, qu'on ferait autre chose après. Il ne m'avait pas dit qu'on serait là pour 25 ans. Finalement, normal. On ne sait jamais combien de temps une aventure va durer, ça c'est sûr. Non, mais vraiment, moi je pensais qu'on était venu s'installer. L'Aude, je ne savais même pas où c'était. Enfin, moi je suis bretonne, enfin, c'était vraiment une région que je ne connaissais pas. Et en fait, on s'y est attaché. Nos enfants y sont nés et ils y sont aussi très attachés, même si ils sont plus trop maintenant auprès de nous. On est un peu, voilà. Donc, en tout cas, on s'y plaît et ça passe très très vite, 25 ans. Donc, je dis ça pour les jeunes là, voilà, ça passe super vite. On ne pensait vraiment pas. Et donc, on se voit bien encore 25 ans à faire du vin parce que vraiment, c'est quelque chose entre le moment où on plante une vigne et on en voit le résultat, c'est lent. En fait, c'est très, très lent. Voilà. Et vous avez sûrement encore plein d'expériences à mener. Donc, non, c'est agréable. On travaille tous les deux, mais on a chacun notre partie. Vous l'avez compris. Moi, je ne vais pas trop dans les vignes, mais un petit peu goûter à la cave. Et surtout, voilà, je suis plus là pour la vente. Et Jean-Baptiste en parle, mais ce n'est pas trop son truc, lui, la vente de vin. Voilà. On continue avec l'Anine ? Oui, donc l'Anine, en grand, 2019 aussi, donc composé essentiellement de Carignan. Donc l'anine, ça veut dire, c'est un terme affectueux. L'anine, ça vient de Nina. C'est une jeune fille en fait, c'est une chérie. C'est un petit nom qu'on donne à une jeune fille du sud qu'on apprécie. Donc c'était venu. C'est vraiment une cuvée qu'on fait depuis le début. Depuis autant on a commencé en 2002 avec Ornicard. L'anine existe chez nous depuis 96 et n'a jamais changé quasiment de l'étiquette est la même. On n'a jamais trop changé et c'est un style de vin avant d'être, je sais pas, nous en fait nos cuvées elles peuvent changer d'assemblage d'une année sur l'autre. Il peut y avoir des variantes, c'est pas toujours, c'est pas une recette parfaite, mais par contre c'est un style de vin. Donc l'anine, c'est peut-être dans les cuvées qu'on fait celle qui a le côté un petit peu plus minervois par rapport à Ornicard. Elle a un petit côté un petit peu plus épicé. Voilà, donc c'est essentiellement des vieilles vignes de Carignan en gobelet, donc des vignes, que je dis vieilles vignes, principalement des vignes plantées en 1947 sur les terroirs de Périac. Pour rebondir sur ce que disait Vincent tout à l'heure, pour moi c'est un vin qui peut appeler le saucisson bien entendu, mais qui peut aussi appeler des plats un peu plus constitués, un peu plus sérieux. Voilà, où on est parce que c'est un vin qui est aussi profond et suave. Le Carignan, cépage mal aimé, cépage qui faisait toute la bibite du Languedoc, mais qui, quand il est travaillé avec, j'allais dire avec un peu de sensibilité, amène à la fois donc ce caractère, j'allais dire finement méditerranéen, et en même temps de l'énergie et de la profondeur. Jean-Baptiste, le Carignan, finalement, quand tu réfléchis, c'est le premier cépage de la mondialisation. Si tu réfléchis bien.
On avait effectivement, nous, plein de cépages. On avait du Picpoul noir, du Terret, du Verdanel, enfin tout un tas de trucs. Et c'est vrai que ça a été le premier cépage de la mondialisation, avec les bons côtés et les mauvais côtés de la mondialisation. C'est-à-dire que effectivement, on peut faire de délicieux Carignans, mais on en a fait surtout des vins à soldats, des vins de la révolution industrielle pour les mineurs. On en a fait des vins à 200-300 hecto-hectares et ça n'avait absolument aucun intérêt. Et ça a en plus écrasé la culture de ces cépages anciens, autochtones réellement, alors que lui vient d'Aragon, et qui représentaient, qui souvent étaient des vins beaucoup plus fins. Donc voilà. Non, mais voilà, c'est pour ça que c'est un je pense cépage très productif. Oui, très très productif le Carignan. Hein. C'est vraiment. ouais, si on d'où peut le pousser, surtout dans la plaine. Pour finir ce que disait Vincent, c'est précisément la raison pour laquelle il faut en faire le premier cépage de la démondialisation. Mais oui, l'intérêt des Carignans, c'est qu'on est sur un végétal qui est absolument superbe. C'est un cépage qu'on a arrêté de planter dans les années 70 parce que donc, les experts, les agronomes me disent voilà, maintenant il faut passer à autre chose dans le Languedoc. Donc aujourd'hui, les plus jeunes vignes de Carignan sont des vignes qui ont 50 ans. Donc ça, et on est sur un sans trop rentrer dans la technique, sur un travail de vigne et sur des vignes qui ont été plantées au début, enfin dans la première moitié du XXe siècle, où il y avait un vrai travail de vigne, un vrai travail de greffe. Et donc, on est sur un végétal qui est absolument superbe. Il y a un vrai travail de bois, Jean-Baptiste, un vrai travail de bois, c'est-à-dire que les pépiniéristes faisaient le boulot. Ben, les pépiniéristes, c'était les vignerons. Voilà. En fait, voilà, on est sur ma salle. C'est-à-dire que voilà, pour ceux qui ne sont pas très au fait de tout ça, on est sur une sélection hasardeuse. Si vous voulez, c'est un peu comme du bouturage. Ce qui fait qu'on est sur une diversité et sur des vignes qui sont en forme. Alors qu'aujourd'hui, on a tous, et je pense que dans toutes les régions françaises, c'est le cas, toutes les vignes qui ont une trentaine, quarantaine d'années, qui ont été plantées avec des greffes un peu moins soignées, on est sur des vignes qui souffrent énormément. Alors, à la dégustation, dégustation, moi, je rejoins ce que vous dites. Ce n'est pas qu'un vin de saucisson. C'est clairement un vin de gastronomie, je dirais, parce que je trouve qu'il se livre avec un petit peu plus de discrétion au nez. Et en bouche, c'est plus profond. On sent une finale un petit peu plus puissante, mais on retrouve toujours ces tanins assez soyeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça toujours très fin, mais plus de profondeur et quelque chose de plus discret. Voilà. Qui invite à être découvert. Justement, il y a une question sur l'élevage en cuve ou en fût. Est-ce que vous pouvez, parce que vous les élevez différemment, vos vins, sur des durées différentes, ou avec certains en cuve, certains en fût, certains les deux? Oui, ben les deux. La Nîmes, qui est vraiment le vin d'assemblage par excellence chez moi, où à la fois il y a une base de très vieilles vignes, il y a quelques jeunes vignes aussi. Et donc, il y a une partie en cuve, une partie en fût. Donc, moi, je fais des rotations en fût parfois de 4-5 mois, où l'idée, c'est que les vins se stabilisent naturellement par le fût. En fait, le fût agit comme une clarification naturelle, où les dépôts se fixent sont mangés par le bois. Et donc, ça permet d'avoir des vins naturellement plus limpides. Donc voilà, donc moi je me sers des fûts vraiment comme d'un contenant. D'accord. On a une remarque de Nathan qui sent une belle finesse. Déjà, il dit que le vin est déjà prêt à boire. Il précise que c'est une belle découverte. Donc merci Nathan, on est ravis. Justement, ça nous amène à… Ce sont des vins que vous suggérez de boire avec un petit peu d'âge, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'on peut les ouvrir très jeunes? C'est quoi votre position? Ouais, globalement, oui, ça dépend des cuvées, bien évidemment. Mais là, pour les deux qu'on vient de goûter, Ornicar et… entre 2 et 5 ans, souvent, voilà, ça permet
de garder ce côté proche du raisin à la fois, des aromatiques que j'aime, voilà, ce côté frais, et en même temps, on gagne en finesse de tanin, en harmonie. Donc voilà, entre 2 et 5 ans, souvent, c'est une bonne fourchette. Une bonne garde déjà. Et est-ce que on peut les garder si vous avez peut-être une vinothèque de vos premières cuvées, sont des vins qui sont taillés pour une longue garde, si on... Alors, la cuvée qu'on va boire après, oui, sur le bois des merveilles, hein, elle est plus. Je peux comparer comme ça. Bonne patience. Et voilà, tandis que on va dire Ornicar, ça va être un vin à boire, enfin oui, dans les 2, 3, comme tu disais, facilement. Qui déjà s'ouvre assez facilement. Le bois des merveilles, c'est une cuvée qui ne s'ouvre pas rapidement. On peut les boire, là vous avez fait 2017, on peut la boire, ça va gagner en fait avec l'âge, tandis que la Nine peut gagner un petit peu. Ornicar, moi je n'ai jamais trouvé que que c'était hyper intéressant de la garder 10 ans, quoi. Voilà, mais de la garder 2, 3 ans, c'est très bien, ouais. Mais ça peut déjà se boire en vin de l'année. Enfin, moi, je trouve que ça se boit bien. Et je pense qu'on est aussi influencé par nos clients. Donc, nous, au départ, on a quand même été beaucoup soutenus par les bars à vin, les caves à manger, les cavistes. Et où, au fond, il faut que la promesse soit tenue assez rapidement. Et donc, ce côté assez immédiat nous va bien. Et en même temps, c'est pas parce que des vins se goûtent bien jeunes qu'ils n'ont pas une aptitude à traverser le temps. Alors, la démonstration, par exemple, hein. Regardez bien l'étiquette qui est ici. Donc ça, c'est 2013. On vient de l'ouvrir à l'instant. Et on va le goûter. Et franchement, ça a déjà un nez qui est superbe. On n'est plus sur ce côté un petit peu carbo, un peu amylique, hein, qu'on a sur le 2019 de tout à l'heure. On part sur autre chose. On part sur là, effectivement, maintenant, on va parler d'autres plats, on va parler d'autres gastronomies, etc. Mais attendez, je bois un peu quand même. Hein. On part sur autre chose, mais on part sur quoi alors? Avec un peu d'âge. Alors le vin s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'on a quitté cette espèce de sucrosité aimable et facile qu'on avait sur le 2019, et on va sur quelque chose de plus sérieux, de plus vertical. Hein, on a beaucoup de petits fruits rouges, on a de la groseille, on a des choses comme ça. C'est vraiment, ça reste très frais. Hein, il y a toujours vraiment l'acidité, mais qui est une acidité typique du Carignan. Ça, on a vraiment ces espèces de tanins enrobés avec des petites pointes d'acidité autour. C'est assez typique du Carignan. Et ça, c'est très intéressant. Là, on a envie de manger du gras. Et plus du tout du saucisson, mais vraiment du gras. Alors, ça part du cassoulet parce qu'on est ici, mais on a envie de magret de canard, on a envie de Anne-Sophie. Oui, de magret, voilà, de magret de canard. Alors, on a tout le monde là qui rêve de goûter le 2013. Alors, vous nous faites bien saliver là chez vous. Ben, venez, c'est dans le Minervois. Voilà, c'est le facteur qui l'a fait. Bon, on va se consoler. Voilà, on va se consoler avec le magnifique bois. C'est un très joli nom, ça aussi, au passage, hein, le bois des merveilles. C'est un beau terroir en plus. Donc, des merveilles 2017. C'est aussi une cuvée qui existe depuis le premier millésime. Elle a ce joli nom, non pas pour son aspect boisé, mais pour un bois de pin qui existe dans la garrigue de Tros, donc dans notre village. Donc, on est sur vraiment des terroirs également sur des calcaires décomposés, composés donc de Grenache et on est sur Grenache et Carignan. Et en fait, le bois des merveilles, c'est le nom donné par les enfants du village à ce petit bois qui est un joli bois donc de pin, parce qu'ils pensent tous, ils pensaient, ça continue peut-être encore, qu'il y avait donc un trésor, et donc voilà, donc ça s'appelle le bois des merveilles pour cette raison. Et le bois des merveilles, c'est une cuvée qui est plus voilà, une vinifiée avec un élevage déjà donc toujours en vendange entière, mais avec un élevage plus long. En fût. Donc,
En fait, voilà, c'est des fûts qui viennent de Bourgogne, de Chassagne, qui ont déjà eu 3 ou 4 vins. Voilà. Donc, on ne cherche pas du tout un élevage agressif. Au niveau des cépages, vous aviez dans votre coffret une petite fiche. Hein. Donc, l'encépagement qu'on a indiqué, il est indicatif. Hein. Il est susceptible d'évoluer d'un millésime à l'autre. L'encépagement du millésime. Voilà, nous, d'une année sur l'autre. Après, sur notre site internet, vous pouvez retrouver les fiches techniques. Il y a une autre chose sur lesquelles on n'en a pas trop parlé, mais on met également en ligne sur notre site les analyses des vins, parce que pour nous, c'est important d'être transparent là-dessus. Donc, vous pouvez retrouver toutes les analyses de tous les millésimes, des millésimes à partir duquel on a commencé à commercialiser les vins sur le site, donc depuis 2016. Donc, voilà. Apparemment, les personnes qui dégustent sont très contentes. On parle de tanin soyeux, extra, un vin qui est très onctueux, une matière très onctueuse. Donc, le Bois des Merveilles, c'est un vin qui gagne à être mis un peu de côté. Enfin, nous, on trouve un vin qui évolue bien à faire vieillir un petit peu. Oui, facilement sur 5-7 ans. 10 ans sur certains millésimes, je pense à 2010 par exemple, 2016, qui sont des millésimes avec un potentiel de garde assez important, mais généralement, voilà, on arrive à des maturités pleines au bout de 7 ans sur ces cuvées-là. Donc, c'est un infanticide que nous sommes en train de faire sur cette cuvée. C'est ça. Oui et non. Je dois dire que les vinotes ont permis d'ouvrir le vin. Il y avait peut-être un côté un peu plus fermé en bouteille et qui ont peut-être demandé un carafage et le fait de l'avoir transvasé dans les vinotes. Oui, voilà, accélérer son ouverture. Donc, ceux qui seraient amenés à boire ou à acheter des bouteilles de 2017, voilà, c'est cette petite réduction qui arrive assez souvent sur les vins à base de Carignan, d'avoir une petite réduction, mais qui à l'ouverture ou au carafage part assez rapidement quand même. Et Vincent, vous êtes en train d'ouvrir un 2010, là, qu'est-ce que vous allez nous faire rêver, nous projeter dans le futur, ou comment ça se passe? Attendez, je vais aller regarder. Bougez pas. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Non, mais c'est pas vrai. C'est écrit petit. Alors, quand on est vieux, je suis vieux comme Jean-Baptiste. Hein. C'est 15. Oui, c'est 15. Oui, toi qui es plus jeune, Anne-Sophie. C'est 15. 15, on ouvre. Allez, on ouvre 15. Et on a Guillaume qui continue de faire des jeux de mots. Ce soir, je bois des merveilles. Pensons à la période extraordinaire au sens étymologique que nous vivons. Je veux dire, cette période extraordinaire, nous sommes chez nous, où nous respectons les consignes, etc. C'est une période où il nous faut aussi continuer à vivre, continuer à déboucher les bouteilles, continuer à partager, même par écran interposé. Et donc là, on va partager ensemble un 2015. Glou-glou. Alors, peut-être qu'avant, tu peux peut-être dire quelques mots, Laure, commenter un petit peu ce 2017. Moi, j'ai vraiment trouvé un vin très équilibré. Et effectivement, les tanins sont très soyeux. Et une vraie finesse, je trouve ça excellent. On a vraiment envie de cuisiner quelque chose avec. Alors, si ce n'est pas du saucisson ni du magret, qu'est-ce que vous proposez cette fois? C'est Vincent. Sur le 17 ou sur le 15 que j'ai ouvert? Là, sur le 17 pour l'instant. Sur le 17. Ah, sur le 17, désolé pour les véganes, mais bon, j'espère qu'il n'y en a pas trop là. Quand on est jeune comme ça, qu'on est encore un petit peu… il faut de la viande, il faut du sang. Il faut du bœuf, là, il faut de l'aubrac, quelque chose… moi, je verrais bien une fondue bourguignonne. Le plat un peu ringard, un peu… C'est du ringard qui devient vintage, donc qui prend de la valeur.
avec un vrai tartare, vraie sauce tartare maison, vraiment. Et voilà, fondue bourguignonne. Le 15, là, on va passer à du plus sérieux. On va sortir de l'agneau. Oui, D'accord. Ça va bien après, surtout un bon gigot d'agneau un peu confit, ou même des tagines un peu épicées. Enfin, ça tient la route après sur des plats voilà, qui sont. Et après, nous, on avait un chef qui cuisinait beaucoup de poissons et sur des poissons qui sont. Ça va être des poissons un peu puissants ou en croûte d'épices ou à Saint-Pierre en croûte d'épices ou sur des rougets et tout. Ça tient très bien la route pour les gens qui n'aiment pas boire les vins blancs. Même sur des homards au carigos ou voilà, ça va très très bien en fait le bois des merveilles. Ah oui, alors ça c'est très surprenant là. Ce sont vraiment des accords complètement atypiques. Hein, Oui, j'aurais aimé. Parce que je parle vraiment, je vous dis pas de faire ça avec un filet de sol. Hein, on est d'accord. Oui. Voilà. Soit un crustacé. Ok, du répondant. Mais parce qu'on a un tout petit côté, et c'est normal sur la jeunesse du vin, Anne-Sophie notait tout à l'heure un tout petit côté coco, hein, noix de coco qu'on avait au début. Et franchement, imaginez que vous êtes sur un curry, je parle de 17, hein, on est sur un curry de poisson. Vous savez, on a ce lait de coco, on a un peu de pâte de curry qui vient avec. Tout ça, ça peut bien se passer. Il faut servir le vin à peine un peu plus frais. Et voilà. Quelqu'un parle de pigeons lardés de noir de Bigorre. Ah oui, ça c'est. Comme ça, c'est avec le 2015, malheureux. Et quelqu'un souligne aussi que c'est intéressant actuellement de parler quand même d'accords mets et vins végétariens. Oh, bah alors pas avec Vincent, s'il vous plaît. Oh là là. J'ai du pain. Ça va être la guerre. Il y a des idées d'accords avec des fromages ou avec des légumes. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un plat de légumes un peu d'hiver, là, comme on fait avec des butternuts ou des rôtis avec des pignons un peu grillés et avec un petit voilà, ou même effectivement avec des aubergines, même un peu épicées. Je pense que ça peut effectivement aussi tenir la route. On n'est pas obligé de manger de la viande à chaque repas. Non, c'est vrai. Au petit déjeuner, j'en prends peu. Alors, on parle d'une soupe de poisson à la sétoise aussi. Avec le bourride. Poisson à la sétoise. À la rouille, ouais, c'est ça. Ça doit être un peu. La bourride. La bourride sétoise. La bourride, donc avec une sauce à l'ail, montée avec une base d'aioli. Oui. Hein, alors, l'avantage du Carignan, voilà, c'est qu'il arrive sur l'ail, sur des choses comme ça, à passer, quoi. Oui. Les gens sont inspirés. Hein. Alors là, on ne parle plus que de nourriture. Je sens que l'heure du dîner approche. Moi, je ne suis pas très fort en cuisine. Certains le savent. Et donc, moi, dans mon idée du vin, et je m'aperçois que dans ma cave, les vins que je bois, quelle que soit la région, sont du même acabit. C'est qu'il faut à la fois qu'il y ait un côté, faire un vin qui soit à la fois un vin de caractère et en même temps un vin qui soit suffisamment, alors lisse, c'est peut-être pas le terme, mais suffisamment évident pour que ça aille sur une cuisine spontanée. Hein, qu'il n'y ait pas besoin d'un accord forcément ultra précis pour révéler le vin. Voilà. Alors, on va pas dépasser trop une heure. Dessert, juste. Juste une question sur est-ce qu'on peut boire ce vin avec un dessert, avec un plat sucré? C'est intéressant. Du chocolat peut-être. Oui, enfin plutôt. C'est pas ce qu'on fait nécessairement. Après, pour paraphraser une pub actuelle sur la malbouffe, une enseigne bien connue, faut dire buvez comme vous êtes. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas de mode d'emploi par rapport à ça. Quelqu'un propose la mousse au chocolat noir avec une petite pointe de fleur de sel, c'est intéressant. Non, mais ça va bien sur les ganaches, le chocolat, ça va toujours bien, mais
Mais c'est vrai que… Il y a peut-être des grenaches qui ont un peu plus… Mais voilà, plutôt le grenache, un vieil enclos de l'âne comme ton 2012, là, qui est très bon, comme votre 2012. Parce que… Non, mais Vincent, c'est vrai que, voilà. Bon, il va falloir nous J'en ai donner pas du sous la main, mais… l'âne à vendre maintenant, parce que Vincent n'arrête pas de faire la promotion de l'enclos de l'âne, donc il faut qu'on en ait sur le site, s'il vous plaît, les Sénats. Mais il faut… Charlotte, Non, mais c'est le 2019 qu'il faut réserver. On n'en a pas fait depuis 2012 et il n'y en a pas, et pas encore en bouteille. Mais dès que ce sera prêt, ça sera… Ah, d'accord, très bien. Parce qu'effectivement, on va peut-être malheureusement devoir conclure cet échange. Vous remercier beaucoup, vraiment beaucoup. On a passé un très, très bon moment, nous, ici, avec vous. Et donc, bon, comme vous le savez, puisque vous êtes fidèles amateurs et clients d'Ideal Wine, donc ces vins, vous pouvez les retrouver. Hein, ils sont en vente sur Ideal Wine au prix du domaine. Donc, vous pouvez les retrouver chez nous. Voilà les 3 cuvées. J'imagine que vous connaissez tous l'interface, mais voilà, les 3 cuvées sont en vente. Voilà. Et puis, je voulais signaler aussi que nous avions l'honneur et la joie d'avoir avec nous aussi Olivier Humbrecht du fameux domaine Sint Humbrecht en Alsace, qui sera l'objet de notre prochaine e-dégustation début décembre. Donc, j'espère que vous n'avez pas été choqués par les propos sur la biodynamie. Là, il y a un débat qui pourrait s'engager entre vous, mais on n'a plus le temps. Il faut que vous veniez à la prochaine. Puisque Olivier Humbrecht est vraiment un grand viticulteur connu pour son engagement en biodynamie. Donc, ce sera passionnant de déguster avec vous prochainement. Mais en tout cas, voilà, un grand merci à tous d'avoir rejoint. Et on a été très, très heureux d'entamer ce cycle avec vous, Charlotte et Jean-Baptiste. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Ideal Wine. Ouais, merci à vous, Angélique. Et voilà, et longue vie à Ideal Wine. Et puis à tout. Voilà, d'avoir participé, c'était sympa. On aimerait entendre tout le monde, mais en fait, c'est voilà. Le temps passe vite, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et bravo pour vos vins délicieux.